Chapitre 1. Bienvenue dans un monde sans pitié. C'est le froid qui m'a réveillé, à moins que ce ne soit le silence. Un silence de mort, assez assourdissant pour arracher à son premier sommeil une petite fille de 8 ans. Il est 4h moins le quart du matin. Hier, jour de Toussaint, nous sommes allés dîner chez des amis de mes parents. Je me suis endormi peu après le dessert, et ma mère m'a couché dans une chambre à côté. Vers 2h, nous sommes retournés chez nous, au 9 Villa Poirier, dans le 15e arrondissement de Paris. C'est une impasse qui donne dans la rue de Lecourbe, à mi-chemin entre le métro Sèvres-Lecourbe et la mairie. Nous y occupons 2 appartements, l'un au 4e où logent mes parents, l'autre au 5e où je me couche avec mes 2 sœurs. Les duplex ne sont pas encore à la mode, et le terme serait de toute façon impropre puisque les 2 appartements ne communiquent pas. Pour aller de l'un à l'autre, il faut emprunter l'escalier de l'immeuble. Un heureux hasard a fait que, lorsque je suis venu au monde, 3e et dernière fille, le petit appartement du 5e s'est libéré. Mon père a saisi cette opportunité pour mettre sa famille un peu plus au large, d'où l'extension du domaine familial et la juxtaposition, sur 2 étages, du royaume des enfants et de celui des parents. Nous avons chacun notre chambre, là-haut, et une salle de bain. Nous y montons pour faire nos devoirs, pour jouer, pour dormir. On vient d'ailleurs de les refaire, ces chambres. Les travaux sont juste terminés. Ça sent la peinture et le papier neuf. Quand je me couche, Yann et Marie-Caroline dorment déjà. Yann, elle a 12 ans à l'époque, et Marie-Caroline, 16, est allée faire un babysitting chez nos voisins, les parents du petit Guillaume, un bébé d'1 an. Elle devait en théorie rester chez eux, mais elle a finalement retraversé le palier pour venir se glisser dans son lit. Sans qu'elle sache pourquoi, elle n'était pas tranquille. Il me semble que je viens juste de m'endormir quand je suis réveillé en sursaut, saisi par le froid et cet étrange silence. Je vais me lever lorsque je m'aperçois que mon lit et ma chambre sont parsemés d'éclats de verre. Mais le plus saisissant, c'est cet incroyable silence, si épais, si dense. Et puis, comme si la vie revenait par brides, déchirant une matière cotonneuse, un cri. « Marine, ne bouge pas !» C'est Yann, impérieuse. Je l'entends mais je ne la vois pas. Une sorte de fumée blanchâtre et âcre flotte dans la pièce. Le temps de lui demander si je peux m'asseoir sur mon lit, Yann surgit. Marie-Caroline aussi, qui vient d'escalader une armoire pour s'extirper de sa chambre. Il y a des pris de verre partout, des gravats, et surtout le froid qui monte de ce trou, béant, par où semble avoir disparu l'escalier. Y a-t-il eu un tremblement de terre? Est-ce que l'immeuble va finir de s'effondrer? Est-ce que nous allons tous mourir? Sommes-nous les seules survivantes? Nous voilà maintenant toutes les 3 sur le lit de Yann, mortes de peur. Agenouillées, grenouillantes, les mains jointes, nous nous mettons à prier avec la ferveur du désespoir. Je vous salue, Marie. Quand on entend la voix de notre père qui crie depuis l'étage du dessous. « Les filles, est-ce que vous êtes vivantes ?» C'est Marie-Caroline qui répond. « Oui, nous, on est là. On n'est pas blessés. » Il appelle maintenant les voisins. « Monique, est-ce que vous êtes blessée ?» C'est Bernard, le père du petit Guillaume, qui répond d'une voix blanche.
Pour nous ça va, mais le bébé n'est plus là. Sa chambre a été soufflée. Soufflée, comme les cloisons des appartements, comme l'escalier qui n'est plus qu'un immense trou sombre. Les 20 kilos de dynamite qui ont éventré l'immeuble l'ont transformé en une maison de poupées. Il n'y a plus de mur. On l'a vu sur toutes les pièces. Dieu merci, la construction à l'ancienne nous a protégés. Les chambres étaient des pièces les plus éloignées de l'escalier, sans quoi... Mais le bébé, ce bébé auquel nous sommes si attachés, pour moi il est mort, c'est une certitude. Commence alors l'attente dans l'appartement dévasté, qui nous paraît glacé comme une morsure. Au bout de ce qui nous semble être une éternité, les pompiers retrouvent le petit Guillaume dans la cour. C'est un véritable miraculé. Projeté du 5e étage avec son matelas qui a amorti la chute, il y était attaché par une gigoteuse, il est tombé sur un arbre et n'a qu'un bras cassé. De même, les 2 petites filles du 3e ont dû la vie sauve à une poutre d'acier qui s'est mise en travers de leur lit et les a protégées des 10 tonnes de gravats amoncelés sur leur tête. Tous énumérèrent, une fois sortis de là, les miracles successifs qui leur ont sauvé la vie. Et de fait, le Parisien du 3 novembre 1976 titrera sur « Le miracle de la Toussaint ». 12 appartements en miettes, pas un blessé sinon le bébé, qui n'en conservera pour tout souvenir que son certificat pour le moins précoce de parachutisme et un surnom affectueux que lui donnera mon père, le mutant. Les pompiers, enfin, nous récupèrent dans leur nacelle. Ils ont évacué les autres par la grande échelle, nos parents compris. Mais nous sommes trop jeunes pour prendre un tel risque depuis le 5e étage. Nous voilà donc dans la rue, un 2 novembre, en chemise de nuit et en chaussons. La seule chose qu'on ait pu attraper pour éviter de se blesser les pieds. Nos parents nous confient à des voisins, de l'autre côté de la rue, venus spontanément se proposer pour nous récupérer. Ils font partie des rares qui ont encore des vitres à leurs fenêtres. Et nous voilà plantés là, devant un chocolat chaud, chez des inconnus, complètement perdus. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé, s'il y a des morts et des blessés. Et moi, comme toutes les petites filles, je me demande si nos animaux sont encore en vie. En fait, on retrouvera notre malheureux caniche Rainbow, littéralement vitrifié sur notre canapé pendu dans le vide. Du champ de ruines qu'est devenu notre immeuble, plus rien. Plus de cahiers, plus de papier, plus de vêtements. Pendant des jours, nos parents iront fouiller dans les gravats pour récupérer ce qu'ils peuvent. Objets personnels, bijoux, albums photos. En pareille circonstance, il y a toujours des pillards à l'affût. Ce qui n'est pas détruit a parfois été projeté très loin, comme cette mallette de mon père qu'on nous a rapportée. À l'intérieur, un album, justement, retrouvé rue Le Courbe, dans lequel figuraient des photos de nous 3 prises dans le bain. Nous, les 3 sœurs, étions mortifiés à l'idée que ces photos aient pu être dispersées à tous les vents. En ce matin du 2 novembre 1976, nous n'avons plus de toit. La municipalité n'a pas ouvert le gymnase à côté pour héberger les familles sinistrées, ni dépêché de psychologues en blouse blanche pour une cellule de soutien. À chacun de se débrouiller comme il peut avec son malheur. C'est donc l'ami intime Jean-Marie le Chevalier qui nous offre l'hospitalité et accueille toute la famille chez lui pour plusieurs semaines. Nos parents décident que mes sœurs et moi continuerons de nous rendre à l'école, comme si rien ne s'était passé. Et ils pensent que c'est mieux ainsi, qu'il ne faut pas ajouter de rupture au drame. Sans doute ont-ils raison sur le moment. Toutefois, cette école nous paraît maintenant au bout du monde, notamment parce que,
Un jour sur deux, la vieille 104 Peugeot rouge de notre mère ne veut pas démarrer. Je garderai de cette guimbarde un souvenir cauchemardesque. Notre bon samaritain habite le 17e et la traversée de Paris aux heures de pointe n'est pas, même à l'époque, une partie de plaisir. Il faut donc partir aux aurores. Et puis, surtout, je vais découvrir que l'école n'est pas le lieu de la compassion. Cela, j'aurai l'occasion de le vérifier, hélas, à de rares et notables exceptions près, tout au long de ma scolarité, toujours et encore, à cause non de ce que je faisais, bien ou mal, mais à cause de mon seul nom. C'est ainsi que ma sœur Yann, 12 ans, la plus sensible sans doute de nous toutes, et une élève brillante, elle était alors en 4e, eut droit à une remarque foudroyante de son professeur de français. Devant faire une rédaction sur le thème « Racontez un événement de votre vie qui vous a profondément marqué », cela quelques semaines seulement après l'attentat, elle fit bien évidemment le récit de cette nuit de cauchemar. Ce qui lui valut cette remarque. Mademoiselle Le Pen, si je vous ai donné 15 sur 20, ce n'est pas tant pour la qualité de votre copie, bien trop excessive dans la forme, mais dans les mots et dans le fond, qu'eu égard aux récents événements. Avait-il seulement idée, ce professeur, de ce que fut notre peur? Des habits qui nous hébergent, je ne sais, à l'époque, que ce qui peut intéresser une fillette de 8 ans. Jean-Marie le Chevalier est un intime de mon père. Il vient souvent à la maison. Je sais qu'il fait de la politique, notion absolument abstraite pour moi. Il vit alors avec une femme assez extravagante nommée Piquette. Celle-ci s'évanouit 2 ou 3 fois par jour en prenant des pauses théâtrales, ce qui nous fait, mes sœurs et moi, hurler de rire. J'apprendrai que le chevalier, le même qui deviendra 30 ans plus tard maire de Toulon, non sans embûche, est alors le directeur de cabinet de Jacques Dominati, secrétaire général des Républicains indépendants. Ce n'est pas rien à l'époque. Les RI, comme on dit alors, c'est le parti de Giscard, lequel est à l'Élysée. Il a fallu en réalité cette nuit d'horreur pour que je découvre que mon père, lui aussi, faisait de la politique. Jusque-là, je ne savais rien de lui, de l'homme public j'entends. Qu'il avait été député, qu'il avait fondé, quand j'avais 4 ans, un parti politique, le Front National, dont il était président. J'en ignorais tout. Et ce n'était pas le calicot apposé sur la porte de l'appartement, reproduction de l'affiche de la présidentielle de 1974, qui pouvait me renseigner. C'était une façon de se signaler un peu plus originale qu'une autre, voilà tout. Mais là, à partir de cette nuit de Toussaint, je ne peux plus l'ignorer. J'entre de plein pied dans la politique, et par sa face la plus violente, la plus cruelle, la plus brutale. Les 20 kilos de dynamite qui viennent d'éventrer notre immeuble ont été posés pour tuer Jean-Marie Le Pen, sa femme, ses enfants, et ceux en faisant fi des familles qui vivaient autour. J'ai 8 ans, et réalise brutalement que mon père est quelqu'un de connu, et qu'on lui en veut. Je comprends aussi que mon père peut mourir, qu'il risque de mourir, et ce qui est pire encore, de mourir parce qu'on veut le tuer. J'ai 8 ans. Je me suis endormi la veille comme toutes les autres petites filles de cet âge. Mais au réveil, je ne suis plus une fillette comme les autres. La thèse de l'attentat a été immédiatement confirmée. On a très vite informé mes parents que 20 kilos d'explosifs avaient été placés au 9 Villa Poirier, ce qui constituait le plus gros attentat depuis la guerre.
Le 3 novembre 1976, l'explosion fait la une des journaux. France Soir écrit « L'attentat contre Jean-Marie Le Pen a détruit 12 appartements dans le 15e » et titre « Un bébé tombe de 5 étages. Il est sauvé par son matelas. » Le Parisien, dans son éditorial publié en une, écrit ceci. L'attentat fait suite au congrès du Front National, dont un voisin de l'enfant, Monsieur Jean-Marie Le Pen, se trouve être le président. Un petit groupement politique peut-il encore tenir congrès? La télé peut-elle rendre compte des déclarations de son président sans que tous les voisins tremblent pour leur vie et pour leurs biens? C'est la question posée par l'attentat. N'y a-t-il pas de liberté sans sécurité? La libéralisation qui remet sans cesse en liberté malfrats et terroristes détruit littéralement la liberté. Quel malfrat? Quel terroriste? Le Parisien avait-il des informations? Probablement pas, mais la question de la libération, anticipée ou non, du ou des auteurs de l'attentat, ne s'est jamais posée pour la bonne question qu'ils n'ont jamais été retrouvés. Ont-ils seulement été recherchés? J'ose espérer, mais rien aujourd'hui encore ne permet de l'affirmer. Mon père, lui, n'a en tout cas jamais reçu le moindre signe de solidarité ni de compassion des autorités. Pas plus d'ailleurs qu'un quelconque signe ou mot du chef de l'État, ni d'un membre du gouvernement, ni même du préfet de police. Pas le moindre courrier, pas l'ombre d'un télégramme. Seul la jeune conseiller municipale du 15e arrondissement s'était déplacée sur les lieux de l'attentat pour y rencontrer les victimes. Le président d'un parti politique, certes pas encore significatif, avait frôlé la mort, son épouse, ses enfants et ses voisins avec lui. Un ancien député avait manqué de peu périr dans l'un des attentats les plus violents depuis la guerre. L'explosion avait coupé les immeubles en deux et creusé un cratère de plus de 20 mètres de large, et nul ne s'en était ému outre mesure. À croire qu'il est des victimes qui méritent leur sort. Et c'est là où, à l'âge des poupées, je prends conscience de cette chose terrible et incompréhensible pour moi. Mon père n'est pas traité à l'égal des autres. Nous ne sommes pas traités à l'égal des autres. Bien qu'étant une enfant, je sens bien qu'une tentative d'assassinat contre un homme politique, même pas encore très connu, est un événement majeur. Or, celle perpétrée contre mon père et sa famille sera très vite classée et passée sous silence. Personne n'y fera plus jamais référence. Je me rends compte, dès ce moment, que tout ce qui peut nous arriver n'entre pas dans une grille de lecture commune et normale. Cette différence de traitement que j'ai ressentie et intégrée dès après l'attentat deviendra le moteur de mon aversion pour l'injustice. C'est une idée qui est entrée en moi avec l'idée de la mort, la certitude qu'elle peut frapper n'importe quand, particulièrement mon père. J'ai longtemps vécu dans la peur qu'il lui arrive quelque chose. En réalité, je suppose que je n'arriverai jamais à me libérer de cette peur pour lui, inscrite dans la chair de la petite enfance. Il faut dire que si mes parents se sont toujours refusés à prendre des précautions particulières, les seules qui seront prises le seront par l'État au moment de l'affaire de Carpentras. Nous n'avons pas moins vécu dans un constant climat de violence à notre rencontre. Les menaces de mort dans la vie de la famille Le Pen, c'est par vagues. Il y en a toujours un petit peu, et parfois il y en a beaucoup. Je vis donc vraiment, depuis ce moment, avec la conscience du danger. Je sais que nous avons face à nous des gens qui n'hésitent pas, et qui n'ont pas hésité, par cet attentat, à risquer la vie de 10 familles pour tuer une seule personne. Cela va devenir un événement majeur de mon environnement, de ma propre construction.
C'est encore ce qui fait qu'aujourd'hui, j'éprouve une aversion radicale pour le terrorisme, que je considère comme la forme la plus vile du combat politique, que nulle cause au monde ne peut justifier. Certes, je sais fort bien qu'il y a des situations dans lesquelles le seul mode de combat possible, c'est en tout cas ce que prétendent ses adeptes, paraît être la violence. Mais le principe du terrorisme, c'est quand même de s'en prendre à des innocents. C'est là ce qui me révolte au plus haut point, aussi parce que je l'ai vécu enfant. La démarche consistant à faire sauter des infrastructures, des constructions symboliques, est différente de celle qui consiste à frapper des populations de manière aveugle. Quant au terrorisme ciblé, je n'y crois pas. Au contraire, quand on tue Rafik Hariri, pour citer un exemple récent, on atteint aussi tous ceux qui sont autour, car le but est bien de semer l'effroi et la terreur. Dans le cas de l'attentat de la Villa Poitiers, l'objectif était, je suppose, de terroriser un groupe, celui des amis politiques de Jean-Marie Le Pen. Mais ce que je veux dire ici, c'est que l'acte terroriste, quand on a eu à l'affronter, est un crime qui continue et vous poursuit. Et c'est en cela qu'il est redoutablement efficace. On est resté en vie, oui, mais on garde la peur au ventre. C'est une gangrène qui gâte tous les actes de la vie, particulièrement pour une petite fille. On perd ses camarades, ses amis. Les copines n'ont plus le droit de venir dormir à la maison parce que leurs parents ont peur. Peur qu'il y ait une bombe, peur pour la vie de leur enfant. Insidieusement, l'onde de choc continue de se propager. La peur de l'attentat crée un cordon sanitaire autour de nous. Il ne faut pas nous fréquenter. Le Pen est un homme dangereux parce qu'il est une cible. Voilà l'équation créée à ce moment de notre existence par l'attentat. Voilà avec quoi il nous a fallu vivre et compter à partir de là.